Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui illustre parfaitement ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir rebondir après un drame, voire une tragédie, et à se réinventer. Priscille Déborah, bonjour. Bonjour. Alors on voit tout de suite que vous avez quelque chose de plus que nous. Alors on dit que vous êtes une femme bionique, la première française bionique. Alors bionique, je crois que c'est une référence à une série, c'est ça? Oui, Super Jenny. Ouais. Alors avant de venir exactement sur ce qui vous est arrivé, moi je vous propose qu'on aille un peu dans le passé, qu'on vous retrouve déjà petite. Alors vous n'êtes pas, à la différence peut-être de nos invités jusqu'à présent, d'Albi même, hein, vous êtes né, vous, dans le 92, c'est ça? Oui, c'est ça, je viens de la région parisienne. J'allais dire que ça se dit, on l'entend à votre accent. Mais par contre, ma fille de 9 ans est bien tarnaise, parce qu'elle a bien récupéré l'accent en revanche. D'accord. Alors, vous êtes donc né dans la région parisienne, vous avez fait vos études, j'imagine, là-bas? Oui, tout à fait. Donc vous avez passé votre bac avec déjà une orientation donc vers l'audiovisuel ou pas? Non, parce que, à vrai dire, moi je rêvais d'être artiste peintre depuis toujours. Et donc jusqu'au dernier moment, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Et du coup, mon père m'a dit, écoute, fais une école de commerce, ça ouvre à tout, on verra après. Si on veut, effectivement. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée à faire une école de commerce. Voilà, j'ai fait... D'accord, vous avez fait une école de commerce? Oui, j'ai fait Subdeco Tours. Bon, donc là-dessus, vous êtes parti quand même dans l'audiovisuel. Mais alors après, voilà, moi le truc c'est qu'effectivement, je me reconnaissais pas vraiment dans ces études-là. Donc j'étais par contre à fond dans les associations de théâtre, de cinéma, et je faisais de la peinture dans ma chambre d'étudiante. Et après, du coup, en discutant avec mon père, il m'a dit, écoute, va dans le cinéma, ça permet d'allier le commerce et l'art. Et vous avez pu toucher un peu l'image ou pas du tout finalement? Ah non, moi j'étais toujours derrière, et puis j'étais dans les bureaux, dans un côté vraiment très administratif. Par contre, j'ai quand même monté les échelons parce que en fait, l'audiovisuel, c'est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir fait d'études. Et par contre, vraiment, il faut être coopté. Et, en fait, les gens ont vraiment besoin que vous apportiez des preuves. Et finalement, je suis devenue responsable de post-production. Donc, je devais quand même gérer un budget et un planning sur tout ce qui est après un tournage d'un film. Voilà. Alors vous avez fait quand même pas mal d'années dans ce poste. Oui, j'ai fait 8 ans. D'accord. Donc alors, là commencent un peu les choses un peu plus délicates, hein, puisque en fait vous êtes tombé en une grave dépression. C'est à la naissance de votre première fille. Oui, j'ai fait une dépression postpartum. Moi, je savais même pas que c'était une maladie, à vrai dire. C'est-à-dire que, en fait, je me réjouissais comme toute mère d'avoir cet enfant et ça. Et quand ma fille est née, bizarrement, j'ai commencé à avoir une sorte de mal-être. Donc là, grave dépression. Oui. Qui vous a conduit on dirait à une décision quand même, c'est plus qu'une tentative, hein, puisque vous êtes jeté sous le métro, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, vous n'avez pas perdu la vie, mais vous avez perdu vos membres inférieurs et un bras. Voilà, je me suis réveillée à l'hôpital, donc j'avais plus de jambes et plus de bras droits. Donc évidemment, le cauchemar absolu, parce que j'étais encore en dépression, mais avec ce corps-là. Donc là, effectivement, je suis passée au service psychiatrique après avoir été soignée de mes blessures. Et du coup, j'ai décidé de réaliser notamment le rêve que je m'étais toujours interdit jusqu'à présent, depuis toute petite, c'était le fait d'être artiste peintre. Et donc, je suis retournée à la maison avec ce rêve en tête. C'est-à-dire que vraiment, du coup, pleine d'énergie. J'ai aussi remarché en 3 mois très vite, parce que justement, j'ai eu ce nouvel élan où du coup, j'avais un objectif. Parce que je pense que c'est ça qui est important aussi dans la vie, c'est d'avoir quelque chose qu'on vise. Moi, là, ce qui était dramatique dans ma dépression, c'est justement, je savais pas où j'en étais, j'arrivais pas à avoir de projet. Vous n'avez pas de but, en fait. Voilà, exactement. Le temps passé pour rien, quoi. Exactement. Alors là, donc, vous avez aussi, vous avez divorcé, vous avez trouvé un nouveau compagnon. Alors moi, j'en viens un peu à la période albigeoise, hein, puisque du coup, vous êtes quand même habitante maintenant de la région d'Albi. Donc ça, c'était aussi un projet commun que vous avez eu avec votre nouveau mari. C'était de vous installer d'abord dans le sud, d'après ce que j'ai compris, et puis donc de rechercher un endroit un peu plus où le bien vivre, en tout cas, était peut-être plus marqué. Et c'est vrai que sur Albi, il y a quand même une scène nationale, il y a quand même pas mal de choses au niveau de l'art. Après, il y a Toulouse qui est pas très loin. Et puis mon mari, il est président du comité handisport du Tarn. Et donc, il est très investi du coup dans la région, dans le département au niveau du sport et de mettre en valeur tout ce qui peut être adapté finalement pour n'importe quel type de handicap au niveau du sport. Et du coup, là, on a vraiment trouvé un endroit qui réconcilie ce qu'on cherchait tous les deux. Alors ça a duré quand même pas mal de temps, une quinzaine d'années, vous m'avez dit, c'est ça?
De quoi? Avant le fait d'avoir cette proposition de rentrer dans, on a parlé de bionique, hein, Oui, c'est-à-dire oui, oui. avant en fait l'installation cette prothèse, on va dire intelligente, hein, Oui, oui, c'est oui, c'est ça. simulé. Hein. Alors c'est vrai que le projet, il est arrivé en 2013. Et du coup, je suis passée dans une un peu deuxième phase par rapport au handicap, où là, en fait, la réflexion, c'était de se dire, attention, si je veux vivre autonome le plus longtemps possible, il faut absolument que je préserve ce qui est encore de valide, voilà. Et c'est là que mon orthoprothésiste m'a parlé de cette technologie révolutionnaire qui venait des États-Unis. Vous connaissiez déjà, c'est Ah oui, Silvio oui, Bagnarosa, Silvio, c'est oui, ça, hein. Silvio, c'est mon orthoprothésiste qui m'appareille depuis 2009, d'ailleurs qui a revu à un moment donné tout mon appareillage pour me faire vraiment me permettre d'être le plus confortable et autonome possible, et avec qui en plus on a vraiment développé une relation d'amitié parce que quelqu'un qui vous fait remarcher, qui vous permet d'être de nouveau debout, c'est énorme. Puis c'est quelqu'un en plus qui est hyper investi pour ses patients, enfin qui va bien au-delà de son métier en fait. Alors, puisque vous en parlez, hein, je vous propose qu'on voit Ouais, tout de ça suite marche. Sincèrement, c'est un exemple pour beaucoup de patients qui sont aussi dans l'handicap, mais peut-être pas autant qu'elle. Et elle prouve quand même au monde que c'est pas parce qu'on est triple amputé qu'on n'est pas capable de faire plein de choses. Et Priscille, elle serait capable de déplacer des montagnes si on lui donnait la possibilité. Donc je la félicite pour son courage et sa ténacité, et surtout pour son amitié. Hein. Voilà. Alors, on voit quand même qu'il a une énorme confiance en vous, hein, il a une forme d'admiration, c'est clair. Hein. Ouais, après, c'est des échanges d'énergie. Après, lui, il est génial de son côté. C'est vrai que dans cette aventure médicale, donc, qui a duré quand même 2 ans, parce que donc, en 2013, on a commencé à élaborer le projet, et après, il a fallu constituer toute l'équipe médicale pluridisciplinaire pour permettre la faisabilité de ce projet-là. Ça vous a fait pas peur, ça, de vous dire il y a de nouveau de la chirurgie, il y a de nouveau de la rééducation J'avais pour le coup totalement confiance, que ce soit Silvio, mais tous les gens qu'il a réunis autour de nous, que ce soit les 2 chirurgiens qui sont aussi des personnes fantastiques, l'ergothérapeute. Et vous, ça a changé vraiment votre façon de vivre? Évidemment, déjà, ça m'a donné une autonomie supplémentaire, mais humainement, ça m'a encore apporté. C'est-à-dire que déjà, tout ce travail en équipe avec tous ces gens-là, ça a été hyper porteur. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que dans mon atelier, je suis quand même assez seule, et je me rends compte que le lien à l'autre, il est essentiel, et ça m'a reconnecté vraiment avec cette envie de faire des choses en équipe. Vous participez finalement à la recherche aussi. Et voilà, et c'est ce que j'allais en venir, c'est-à-dire que aussi, et là je m'attendais pas du tout à ça, c'est que finalement on est arrivé vers quelque chose aussi de collectif, comme si on s'inscrivait un peu dans le progrès avec un grand P. Et ça m'a un peu dépassée, j'avais pas du tout réalisé ça en me lançant dans ce projet-là, parce que finalement on ouvrait la voie pour d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux quand on voit ça. Et on l'a vu dans l'émulation médiatique, effectivement. Alors, c'est une prothèse que vous dirigez par l'esprit. Hein. Voilà, c'est ça. C'est effectivement, là, je vais ouvrir la main, j'ouvre la main. Voilà, c'est immédiat. C'est ça qui est génial. Je déplie le coude, je déplie le coude. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils ont récupéré des nerfs qui ont été sectionnés au moment de l'amputation dans le bras et qu'ils ont reconnectés à des muscles. Et ces nerfs ont repoussé dans les muscles et ont permis de réinnerver ces muscles et de leur retrouver leur fonction qui est d'actionner en fait les capteurs qui sont dans la prothèse. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 5 capteurs et finalement j'ai une commande par fonction. Donc par exemple, j'ai un capteur qui permet d'ouvrir la main, un capteur qui permet de fermer la main et tout ça. Mais par contre, en fait, ils ont été placés à des endroits logiques. C'est-à-dire que pour en fait faire fonctionner cette prothèse, j'ai eu 2 ans de travail de visualisation, où l'idée c'était vraiment d'imaginer, par exemple, d'imaginer j'ouvre la main, bon avec un membre qu'on n'a plus. Par exemple là je pointe l'index, voilà. Donc c'était un peu surréaliste. Alors peut-être c'est parce que je suis artiste, peut-être ça a bien fonctionné, ce côté un peu de faire fonctionner l'imaginaire. Et du coup j'ai beaucoup travaillé avec ce bras-là, avec un système de miroir, où en fait ce bras-là dans le miroir ça donne un bras droit valide. Et en fait mon cerveau regardait finalement le reflet, tout en actionnant derrière le bras amputé. Et en fait, on trompe le cerveau à lui faire croire qu'il a comme à nouveau un bras. Et finalement, à force de travail, parce que bon, c'était beaucoup de travail au quotidien avec une quarantaine
de mouvements à répéter par jour. Et puis après, une fois que j'ai eu la prothèse, essayer de saisir des objets, et puis de plus en plus vite, etc. Et maintenant, c'est spontané. Et maintenant, voilà, maintenant c'est complètement naturel. Et voilà, et ce qui est drôle, c'est quand je revois des vieilles vidéos où je vois que je suis là, j'essaye de me concentrer pour ouvrir la main, ça me paraît dingue parce que maintenant c'est immédiat. Alors, je voulais vous demander, puisque bon, maintenant vous vivez avec, et puis bon, on n'a pas parlé, on a parlé un peu rapidement dans le cercle familial. Vous avez 2 enfants? Oui, 2 filles, oui. Alors, comment elles le vivent justement? Parce qu'en plus, elles ont 2 parents handicapés quand même. Alors, la première, non. Il n'y en a qu'une, parce que c'était celle de mon premier mari. Mais la deuxième, oui. Alors, en tout cas, je dirais qu'elles sont plutôt bien dans leur peau. Elles sont plutôt joyeuses et puis assez combatives. Par exemple, celle de 9 ans, elle a toujours une solution à tout. Hein. Voilà, si d'un coup, oh là là, vous n'arrivez pas à faire un truc, oh non, ne t'inquiète pas, maman. Enfin, voilà. Donc, ça, je suis assez fière, en tout cas, de ce que je leur ai transmis. Enfin, de ce qu'on leur a transmis, je ne suis pas la seule non plus. Après... Elles ont une curiosité. Alors, moi, si vous voulez, j'aurais jamais rien caché. Enfin, par exemple, moi, j'ai une copine qui est amputée des 2 jambes et elle se cache pour mettre ses prothèses par rapport à ses enfants et tout ça. Moi, pas du tout. J'ai toujours... elles me connaissent avec une jambe, avec 2 jambes, avec un bras, avec... enfin, voilà. En fonction de ce que je fais, en fonction de si je suis à la maison et tout ça. Donc, je leur ai jamais rien caché. Et donc, en fait, elles ont vécu avec, mais depuis toute petite. Je dirais, le seul truc, c'est par rapport à l'école. Où c'est vrai que à l'école, elles ont toujours des réflexions, voilà. Mais la première, elle m'en a jamais trop parlé. Par contre, la deuxième, qui est sans tabou et qui raconte tout ce qui se passe, elle me dit « Ah non, ils m'ont encore dit que tu étais une femme robot. » Je dis « Bah attends, c'est génial, tu leur dis que c'est super, que j'ai des super pouvoirs. » Et voilà. Et puis maintenant, elle leur dit que je suis une superstar et voilà. Mais, ça s'arrange finalement. Oui, c'est ça. Alors, je vous propose qu'on parle maintenant de votre vie d'artiste. Hein. Pour ça, je propose qu'on demande à une amie maintenant, je crois, hein, Sylvie, donc Amigo Soulet, de venir nous rejoindre. Voilà, Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, vous occupez d'une galerie, je crois, hein, Galerie 21 sur Toulouse. Hein. Sur Toulouse. Donc, vous exposez, j'imagine, des œuvres de Priscille. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que vous trouvez déjà dans sa peinture? Parce qu'on n'en a pas encore parlé de votre peinture. Alors, on va avoir l'occasion de les voir, là, on va en passer quelques-unes. Quelle est sa façon dont vous le ressentez? Après, on lui demandera peut-être son inspiration. Hein. Alors en fait, pour ce qui est de Priscille, moi, quand j'ai rencontré Priscille, ce qui m'a le plus touchée, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné le titre à son exposition tout de suite, c'est que Priscille, c'est ça, c'est à la fois cette vitalité qu'elle a humainement de vouloir faire tout de suite. Elle vit l'instant présent, alors comme elle disait c'est vrai que quelque part elle a besoin d'un objectif, mais en fin de compte, je crois qu'elle vit les instants présents très courts, avec une force inouïe, ce qui fait que son travail il est dans la même veine, dans la même picturalité. Elle travaille avec une énergie folle, comme si, en fin de compte, c'était une écriture automatique. Alors ça, c'est votre vie maintenant, hein, puisque vous êtes peintre, hein, donc oui. vous produisez, une galerie, donc j'imagine que vous exposez assez régulièrement. Hein. Et puis, vous faites plein de choses, hein, mais vous êtes aussi écrivain, puisque vous écrivez, vous êtes à votre deuxième livre, hein, le dernier, donc... Une vie à inventer, c'est ça. Michel, qui est en avril, je crois, donc il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et vous racontez votre parcours, c'est ça, hein? Oui, alors c'est vrai que moi je me prétends pas écrivain dans le sens où c'est déjà compliqué de développer un art et j'ai pas assez d'une vie pour travailler la peinture. Mais en revanche, pour moi c'est hyper important la transmission et le partage. Et je me dis, tout ce que j'ai appris de par mon parcours, c'est important à un moment donné de le partager. Déjà pour mes filles, et puis après effectivement pour les gens, en me disant peut-être ça peut apporter de l'espoir ou apporter certaines clés à certaines personnes. Dans la même veine aussi, j'anime pas mal des conférences sur la résilience, le dépassement de soi, voilà, des choses comme ça. Vous êtes très actif finalement. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis pour moi, c'est aussi important, en fait, de coucher les choses sur le papier, je pense que ça me permet aussi d'évoluer dans ma peinture. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'avais une peinture un peu plus sombre, plus expressionniste. Et là, j'arrive vers quelque chose, on va dire, plus de l'ordre de l'art singulier, un peu plus légère, avec aussi plus d'humour, de légèreté. Voilà.
Comment vous voyez la suite, l'avenir? Toujours à fond dans les projets que j'ai commencé à entreprendre. Et puis après, moi, dans mes projets, on va dire à plus long terme, ce seraient des projets de résidence artistique à l'étranger. Je rêverais notamment de partir en Afrique pendant plusieurs mois ou de partir tout au bout de la Norvège. Enfin voilà, des projets comme ça qui permettent encore finalement de se mettre en danger, d'apprendre une nouvelle culture, des nouvelles couleurs, de nouveaux paysages. Voilà. On voit que bon, vous avez encore plein de choses à faire. Hein. Ouais. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. On a appris ce qu'était que la force morale avec vous. Voilà. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait et une nouvelle ou un nouveau invité.